et à toutes. Nous avons le plaisir collectivement de vous accueillir pour cette table ronde intitulée AVC, du repérage des premiers signes à la rééducation. Cette table ronde, au cours de cette table ronde, on va nous amener à aborder finalement l'accident vasculaire cérébral, souvent appelé par l'expression attaque cérébrale, sur plusieurs plans. Et finalement, nous avons fait le choix d'aborder cet AVC autour de 2 temps. Un premier temps de 30-35 minutes où chacun de mes collaborateurs pourront vous décrire de leur spécialité ce qu'est cet AVC, moi-même n'y connaissant à peu près rien. Et puis, on a fait le choix aussi de permettre un échange avec la salle. Et on espère bien que vous serez réactifs à certains des propos qu'on pourra poser et qu'ils pourront poser, pour pouvoir répondre à des questions, entendre vos remarques, etc., pour enrichir le propos. Par rapport à tout ça, nous commencerons avec le docteur Sébastien Roux. Docteur, vous êtes depuis juillet 2019 chef de service des urgences du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, après un certain nombre d'années à officier dans différents services, et notamment en tant que médecin urgentiste. Vous nous préciserez notamment quand suspecter un AVC, autrement dit, quels sont les principaux signes, et à partir de là, dans quel parcours le patient va-t-il s'inscrire. Docteur Frédéric Philippot, vous poursuivrez. Vous êtes neurologue, ancien chef de clinique à l'unité neurovasculaire des Hospices civils de Lyon. Et vous êtes arrivé en 2003, octobre pour être précis, au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse. Vous êtes actuellement responsable du service de neurologie et de l'unité neurovasculaire. Vous avez par ailleurs participé activement à la création de cette unité. À votre niveau, vous nous parlerez plus précisément de ce qu'est un AVC, en y associant les traitements actuels pour soigner cette pathologie. Et puis, je crois que la table ronde le démontre, comme tout parcours de soins, un patient doit pouvoir trouver à la fois une institution, des professionnels aguerris et des professionnels qui se coordonnent. Et donc, après le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, nous aurons l'occasion d'aborder tout ce qui relève de la rééducation avec l'association Orsac, et en particulier avec le docteur Denit, qui est médecin coordonnateur, médecin MPR, physique et réadaptation, sur Orcé-Montginy, sur le plateau d'Hauteville, et qui sera accompagné de Mme Sophie Besseria, coordinatrice pour sa part et ergothérapeute de formation de l'équipe mobile, alors intitulée EMT3R01. J'ai cru qu'on était dans Star Wars en fait au départ, afin de nous éclaircir sur la rééducation de l'AVC avec l'angle de la coordination des soins. La parole est aux spécialistes. Bonjour à tous, merci pour l'invitation et merci de me donner le plaisir à vous parler de mon métier. Donc, rapidement pour introduire le propos, déjà on parle d'un AVC, donc quand est-ce qu'on suspecte un AVC ? Alors un AVC, c'est un déficit neurologique, en général d'apparition brutale, qui est résumé et qu'on utilise dans la pratique au niveau médical, mais aussi dans la vie courante. Et c'est les acronymes que vous avez pu avoir sur les différentes campagnes publicitaires qui ont pu être faites sur l'AVC. Donc c'est un acronyme anglais, je m'en excuse, mais il parle bien. C'est le FAST. FAST, pourquoi ? Pour aller vite. Alors FAST, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc c'est le F de face, donc toute anomalie au niveau du visage, une paralysie faciale. C'est le A de arm, donc du bras, mais plus globalement d'une atteinte d'un membre. C'est le S de speech, tout trouble de la parole, d'apparition aiguë, et le T de time. Donc ces déficits peuvent être isolés, peuvent être associés, et la notion de temps, elle est fondamentale, puisque, comme mon collègue vous expliquera après, c'est en fonction de ce délai d'apparition des symptômes qu'on peut proposer certaines thérapeutiques ou non. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a un AVC ? Comme c'est affiché de partout, ou comme ça a été communiqué, il faut rapidement composer le 15. Je vous en supplie, ne mettez pas le patient dans la voiture et ne l'emmenez pas dans le service d'urgence le plus proche. Et j'espère que l'explication que je vous donnerai va vous convaincre. Alors, rapidement sur l'AVC, aux urgences de Bourg-en-Bresse, pour que ça parle quand même. Donc, je me suis permis d'utiliser les chiffres de 2019, pas ceux de 2020. Pourquoi ? Parce que c'est une année un peu particulière. Et que vous avez pu voir même, je crois, avec la projection d'avant, que les chiffres sont modifiés aussi. Donc, on retrouve un peu ça dans toutes les pathologies aiguës. Donc, sur les données de 2019,
c'est 821 consultations aux urgences de Bourg-en-Bresse pour une suspicion d'AVC. Vraiment suspicion d'AVC, c'est pas un trouble neurologique, c'est pas un problème neurologique au sens global, c'est vraiment avec des signes évocateurs d'un AVC. Donc c'est plus de 2 patients par jour et c'est plus de 2% des motifs de consultation. Donc c'est quand même quelque chose de malheureusement très fréquent et avec une prise en charge qui est fondamentale pour éviter toutes les conséquences ultérieures. Donc le parcours du patient, voilà l'explication et voilà le but de mon propos est d'essayer de vous convaincre. Donc quand vous êtes témoin ou victime d'une suspicion d'AVC, donc un patient qui commence à présenter des symptômes d'AVC, donc tout trouble neurologique, de la parole, de paralysie faciale, d'un trouble moteur, je vous engage à appeler rapidement le 15. Le 15 parce que derrière, on va vous envoyer un vecteur. Pourquoi envoyer un vecteur? Parce que la position allongée, c'est plus bénéfique pour un patient que de le laisser debout ou assis. Donc déjà, c'est un élément important. Et puis surtout, on va procéder à un interrogatoire médical au niveau du centre 15, qu'on va essayer d'être le plus complet possible. Et en fonction de ces questions qu'on va vous demander, on va tout de suite déjà poser l'indication ou non des thérapeutiques qu'on peut mettre en place en fonction du délai, en fonction des symptômes que vous présentez. Et le médecin du 15 va directement rentrer en contact avec le neurologue d'astreinte sur la filière AVC dont on va vous parler et inclure entre guillemets le patient pour l'orienter au bon endroit. Donc si jamais, malheureusement, on a des fois des sollicitations sur des patients qui présentent des déficits déjà depuis plus de 24-48 heures, au niveau thérapeutique, c'est un peu plus compliqué de mettre des choses en place. On va plutôt les orienter sur un service d'urgence de proximité pour déjà poser le diagnostic et ensuite sera réorienté en fonction dans la bonne filière. Mais par contre, si on est dans des délais qui sont compatibles avec une prise en charge aiguë, on va l'intégrer dans ce qu'on appelle la filière AVC. Et à ce moment-là, le patient, avec contact du neurologue, va directement être orienté donc sur Bourg-en-Bresse dans notre filière AVC avec une installation, alors filière Sauve, service d'accueil des urgences vitales. Donc en gros, vraiment, on a une dynamique et une gymnastique intellectuelle qui fait que quand ces patients rentrent dans ce parcours, les automatismes se font et de ces automatismes, on gagne du temps, tout simplement. Donc le patient va être intégré dans cette filière, va arriver au déchocage, va être pris en charge par l'infirmière d'accueil qui va confirmer ou non le diagnostic ou les signes en tout cas qui sont compatibles avec un accident vasculaire cérébral. En fonction de l'état du patient, si le patient présente par ailleurs des défaillances, des troubles de conscience, des défaillances hémodynamiques, nous, équipe d'urgentistes, on va s'en occuper pour corriger ça, pour stabiliser le patient afin qu'il soit pris en charge dans les meilleures conditions possibles. Mais quand le patient présente un déficit neurologique isolé, sans anomalie, sans signe de gravité associé, on l'installe directement en salle de déchocage, le neurologue est prévenu. Il vient voir le patient confirmer la suspicion d'AVC. Et à ce moment-là, le patient est rapidement conduit et équipé pour aller en IRM. Et en fonction de l'IRM, en fonction du résultat, soit finalement les examens sont complètement rassurants et comme on vous l'expliquera, il peut y avoir des diagnostics différentiels qui sont autres que des AVC et à ce moment-là, le patient reviendra aux urgences et on s'en occupera en fonction du diagnostic qui est retenu secondairement. Par contre, si l'AVC est confirmé, il ira directement dans cette fameuse filière AVC avec une admission en unité neurovasculaire pour un traitement qui sera adapté en fonction du tableau d'AVC, de la localisation, tout ce que Frédéric vous expliquera. Et puis ensuite, parcours d'hospitalisation, unité neurovasculaire, service de neurologie, et ensuite, en fonction des besoins, soit un retour à domicile, soit un retour dans une EHPAD, une rééducation qui peut être spécialisée ou non spécialisée, et mes collègues vous en parleront. Donc voilà, l'importance de l'appel au 15, c'est vraiment de pouvoir déclencher rapidement, d'orienter le patient au bon endroit, dans la bonne filière. Ça paraît simple quand on parle de l'AVC avec les diagnostics, enfin avec les signes évocateurs que je vous ai donnés. Après, il y a aussi des formes qui sont des fois difficiles à diagnostiquer. Et au niveau du centre 15, on essaye de faire au mieux pour orienter les patients directement dans la bonne filière. Une petite photo de la salle où, je ne vous le souhaite pas, un patient est pris en charge pour un AVC. Donc c'est ce qu'on appelle notre salle d'accueil des urgences vitales. On a 3 postes. Donc le patient est installé. Il y a systématiquement une infirmière et un ou une aide-soignante qui va s'en occuper avec des examens. Donc c'est pareil, tout est protocolisé. Le bilan est normé, c'est-à-dire qu'en gros, les soignants commencent à travailler en autonomie dès que le patient est installé. Et le médecin urgentiste intervient, comme je vous l'ai dit, donc en cas de défaillance grave. Sinon, c'est le neurologue qui est appelé pour gagner du temps et pour aller rapidement sur l'IRM et faire le diagnostic, pour ensuite proposer les bonnes thérapeutiques. Voilà, je passe la parole à Dr. Merci, docteur Roux. Donc,
l'objectif vraiment, c'était que vous puissiez visualiser ce parcours, qu'évidemment on ne souhaite pas aux uns et aux autres de faire en entier. Mais voilà, on va s'arrêter maintenant sur la photographie, je vous l'ai dit en introduction, de ce qu'est plus précisément un AVC et également de quels sont les traitements envisageables en fonction du degré de la pathologie, si je peux m'exprimer comme ça, avec le docteur Philippot. Bonjour, donc merci de m'avoir invité. Donc je vais vous parler de l'accident vasculaire cérébral, un peu plus de l'infarctus cérébral. Donc je vais essayer de vous faire un tableau un petit peu de la prise en charge aiguë. Donc moi j'ai dédié ma carrière plutôt tout à fait très jeune, mais donc à la prise en charge de cette pathologie qui est malheureusement encore une des pathologies les plus graves, et vraiment un fléau des temps modernes. Mais je pense que certains l'ont dit, on peut vaincre l'AVC. Je crois que c'est un objectif dans les 10-20 prochaines années. Voilà, donc c'est une maladie fréquente, 150 000 patients par an. Donc là, c'est l'épidémiologie, une spécialité qui a repris ses lettres de noblesse avec le Covid. Donc 150 000 patients par an, troisième cause de mortalité. C'est peut-être pas le plus important. Deuxième chez la femme après le cancer, troisième chez l'homme après l'infarctus du myocarde et le cancer. Première cause de handicap physique, hein, pas handicap global, parce que le premier cause de handicap, c'est la schizophrénie, malheureusement. Deuxième cause de démence, loin derrière la maladie d'Alzheimer, une cause majeure de dépression. Voilà. Donc chez nous, voilà, il y a 600 AVC confirmés. Le problème, c'est qu'il y a 20 à 30% de patients qui ont ce qu'on appelle, nous, des mimiques, c'est-à-dire des choses qui ressemblent à un AVC, tableau clinique qui ressemble à un AVC, comme le Canada Rice, mais ce ne sont pas des AVC. Donc ça, l'imagerie moderne permet d'éliminer toute une frange de patients. Donc en fait, on a beaucoup plus de patients dans l'unité, mais qui n'ont pas des AVC, mais qui sont quand même pris en charge chez nous. Bon, pour d'autres problèmes, peut-être pas le lieu d'en parler. Donc des thérapeutiques de recanalisation, donc elles ont été mises là. Donc thrombolyse, c'est une thérapeutique chimique. On injecte un produit comme un D-stop, si vous voulez, pour déboucher un tuyau. Voilà ce que parlait le docteur Robin tout à l'heure. Et la thrombectomie, c'est un peu le même mécanisme que le stenting que vous avez vu, mais appliqué au vaisseau intracrânien. Donc c'est beaucoup plus récent, parce que naviguer dans les vaisseaux intracrâniens est beaucoup... Bon, pas dévaloriser les cardiologues, mais c'est extrêmement compliqué. Et voilà, donc c'est une technique qui n'est pas... Et là, la voie n'est pas radiale, mais fémorale. Voilà. Donc la nosographie, on explique la maladie. Donc c'est une maladie hétérogène. Contrairement à l'infarctus du myocarde, une maladie homogène, une rupture de plaque, l'artère se bouche, voilà, le cœur souffre. Là, on a des maladies hétérogènes, avec des causes hétérogènes également. Ce n'est pas une cause homogène, comme dans l'infarctus du myocarde, où c'est l'athérosclérose, l'encrassement de l'artère, avec une fracture de cette plaque. Non, là, il y a tout un tas de causes. Voilà. Donc, c'est séparé en deux grandes parties. L'AVC dit ischémique, moi je préfère le terme d'infarctus cérébral. Il y a les infarctus du cœur, du rein, il y a les infarctus du cerveau. Donc ils peuvent être de deux types, des lacunes, c'est des petits infarctus de moins d'1 centimètre de diamètre, et des infarctus plus importants, territoriaux, avec des occlusions artérielles plus importantes, des artères de plus gros diamètre, donc plus graves potentiellement, même si une lacune peut des fois donner des tableaux assez graves, paradoxalement. Et puis l'AVC hémorragique, donc là vous voyez, infarctus 85% en haut, et l'AVC hémorragique, alors là elles sont deux types, l'hématome intracérébral, c'est-à-dire l'hémorragie intracérébrale, c'est-à-dire une poche de sang, une boule de sang à l'intérieur du cerveau, et une pathologie qui est classée dans les AVC, mais que nous, on ne prend jamais en charge, l'hémorragie méningée, la rupture d'anévrisme. Hein. Alors ça, c'est une épidémiologie complètement différente, c'est plutôt les gens d'âge moyenne, plutôt les femmes, voilà, le tabagisme, etc. Voilà. Mais c'est nous des pathologies qu'on ne prend pas du tout en charge, qui sont pris plutôt dans des secteurs neurochirurgicaux, neuroradiologie interventionnelle, réanimation, voilà. Donc, mais ils sont classés dans les AVC, donc je les ai signalés. Donc la lacune, alors le mieux c'est les belles images, donc là une IRM dite de diffusion, vous voyez c'est très simple, il ne faut pas être grand clair pour faire le diagnostic, c'est un point blanc, là dans le thalamus, hein, c'est dans une région du cerveau profonde, voilà, une lacune, petit infarctus cérébral, voilà. L'infarctus territorial, alors vous voyez déjà là les lésions, donc c'est l'image B, est plus grosse, la tache blanche est plus importante, voilà, ça défile. Voilà, alors j'en parlerai. Il y a l'IRM, donc ce qu'on appelle l'IRM multimodal. Donc c'est des séquences qui vont très vite, hein, moins d'1 quart d'heure pour réaliser l'examen, qui permettent d'analyser la souffrance ischémique, enfin ce qu'on appelle la souffrance du tissu cérébral aigu. La C, c'est est-ce que la souffrance est constituée ou est-ce qu'elle peut être réversible.
Donc vous voyez que là, l'image C est normale. Donc a priori, la souffrance est peut-être réversible. D, c'est pour éliminer un saignement. Voilà. Bon, on a d'autres avantages si on dit des séquences en T2 étoiles. Et A, c'est la séquence de perfusion que nous, on ne fait pas trop souvent, parce qu'il faut injecter un produit, c'est un traitement d'image qui est un peu plus long, mais qui visualise, si vous voulez, la zone qui est hypoperfusée dans le cerveau, où il manque de sang, mais qui n'est pas forcément complètement détruite. Et normalement, si on fait la diffusion, c'est-à-dire la B-A, on peut arriver à obtenir le tissu dit viable, le tissu qu'on peut encore sauver. Voilà. Ça, c'est un concept, la pénombre ischémique, c'est la sidération des neurones et des cellules du cerveau qui sont encore viables. Et s'il n'y a pas de reperfusion, elles vont mourir, mais si elles sont à nouveau réalimentées en sang, c'est-à-dire en oxygène, en glucose, elles vont pouvoir revivre, refonctionner normalement. Et on finit par E. Là, on voit c'est l'artère, c'est une angiographie par résonance magnétique qui permet de voir l'occlusion artérielle. Vous voyez que là, il manque un bout, l'artère est bouchée. Ah oui, merde. Voilà. Vous voyez, il manque un bout de l'artère, alors que là, vous voyez, il y a une très jolie artère sylvienne, l'artère cérébrale moyenne, la plus grosse artère du cerveau, qui vascularise 2/3 de l'hémisphère cérébral. Voilà, là, elle est toute belle, et là, elle est bouchée. Voilà. Donc, on suit les cardiologues avec 15 ans de retard, mais on fait le chemin, on débouche l'artère. Voilà. Alors, l'hémorragie intracérébrale, alors c'est une pathologie complètement différente, évidemment, parce qu'il y a un saignement, il n'y a pas une occlusion d'un vaisseau, il n'y a pas un caillot qui obstrue une artère dans le cerveau. Au contraire, une petite artériole ou une plus grosse s'est rompue et a donné un saignement. Donc là, tout le monde fait le diagnostic. C'est une boule blanche en scanner dans le cerveau. Il ne faut pas être grand clair pour faire le diagnostic. Et l'hémorragie méningée qu'on ne voit pas. Donc là, l'hémorragie est autour du cerveau, à la base du cerveau, autour. Donc là, c'est vraiment pas des... Et la cause la plus fréquente, c'est vraiment l'anévrisme artériel. Oh là là. L'anévrisme artériel intracrânien, ce sac-là, voilà, qui s'est rompu. Une maladie évidemment encore très grave, avec une très très grosse mortalité, malheureusement, avec un gros problème de santé publique, puisqu'il n'y a pas de moyen de prévention, si vous voulez, il n'y a pas de moyen de diagnostic avant la rupture, puisque les anévrismes peuvent se créer en quelques jours et se rompre, malheureusement. Alors là, ça, c'est vraiment encore un gros problème de santé publique. Mais ce n'est pas notre sujet, nous, on ne s'en occupe pas. Voilà. Donc les causes d'infarctus cérébral. Donc 85% des patients ont une artère bouchée. C'est pas une artère qu'ils ont, c'est une artère qui est bouchée dans le cerveau. Donc il y a plusieurs causes. Donc j'ai pris cette petite diapo qui est assez sympa. Ischemic stroke, bon, c'est l'infarctus cérébral en fait. Donc la cause, là on rejoint les cardiologues, 25% d'origine athérosclérotique, d'athérome, d'encrassement de l'artère, une grosse artère s'encrasse, soit à l'intérieur du cerveau, soit au niveau de la carotide par exemple, ou des artères dites cervicales, et qui vont lâcher un caillot qui va venir occlure une artère intracérébrale. Les petites artères, les lacunes, donc ça c'est des pathologies dites de perforantes, c'est-à-dire que c'est des petites artères qui vont, avec l'hypertension artérielle, le diabète, le tabagisme, s'encrasser, la paroi s'épaissit et finit par se boucher. Voilà, c'est ce qu'on appelle small vessel disease, anglais, donc pathologie des petites artères du cerveau. Voilà. Cryptogénique, alors ça veut dire quoi? La cause est cachée, on ne trouve pas la cause. Ça, surtout chez le sujet jeune, c'est 25 à 30% des cas. C'est extrêmement fréquent de ne pas trouver la cause finalement de l'infarctus cérébral. Alors c'est pas décevant, le risque de récidive est quand même moins important. Ça, une cause qui augmente avec le vieillissement de la population, les causes dites cardiaques, les causes majeures cardiaques. Et le chef de file, l'arythmie cardiaque par fibrillation auriculaire, qui est une pathologie cardiaque, mais que nous, neurologues vasculaires, on est amenés à prendre en charge quotidiennement, puisque un quart voire un tiers des patients ont cette problématique-là d'arythmie du cœur, de dépistage de cette arythmie, qui va nécessiter à terme une prise en charge particulière, à savoir les anticoagulants. Donc, parce que c'est une maladie qui est un peu cachée, des fois le cœur peut être arythmique pendant quelques secondes, quelques minutes, et ce n'est pas toujours facile à dépister. Et c'est un gros défi, et le vieillissement, on fait qu'on va tous vers la fibrillation auriculaire, tous vers l'AVC, c'est comme ça, c'est notre rançon. Voilà. Donc, et les causes inhabituelles, et notamment la dissection. Alors la dissection, c'est important, c'est surtout les jeunes, moins de 60 ans, et c'est une fracture de l'artère. Il y a une fracture de l'artère, un hématome dans la paroi de l'artère qui va empêcher le sang de circuler. Et vous savez que le sang, quand il ne circule pas, qu'est-ce qu'il fait? Il caillote, et donc ça crée un caillot qui va migrer à nouveau dans une artère intracrânienne. Voilà les causes. Alors, les traitements aigus de l'infarctus cérébral, voilà, comme il y avait des traitements de l'infarctus du myocarde aigus, c'est-à-dire là, on se place,
l'AVC vient d'arriver, l'artère vient de se boucher, qu'est-ce qu'on fait? Donc 5 traitements, pas 4, pas 6, 5, ont prouvé leur efficacité. Alors nous, celui auquel on est le plus attaché, finalement, c'est le traitement historique des neurologues, enfin initialement des rééducateurs, parce que c'est eux qui ont inventé le concept, mais qui a été repris par les neurologues, l'unité neurovasculaire. C'est-à-dire, c'est le fait de rassembler tous les patients, alors je vais peut-être passer là, voilà, l'UNV, vous voyez, une prise en charge permanente dans un lieu géographique, voilà, un accès à l'imagerie, on s'occupe des patients, et plus on s'occupe d'eux, mieux ils vont. Alors, on ne sait pas comment ça marche, mais on sait que le fait de les regrouper avec du personnel formé, des neurologues qui ont l'habitude, ou d'autres médecins d'ailleurs, c'est pas que les neurologues, pourquoi pas, qui ont l'habitude de ces pathologies, eh bien, on améliore le pronostic, et c'est une amélioration très forte, puisque chaque 25 patients que vous hospitalisez dans ce type d'unité, eh bien, vous en sauvez, vous évitez un décès, et 25 autres patients, une dépendance. Quand on connaît le prix de la dépendance, c'est extrêmement fort comme traitement. Donc, ça a donné lieu à une circulaire ministérielle en 2007 qui a permis la création des unités neurovasculaires, un financement particulier. Alors, ils ont mis le forfait soins intensifs, pas plus intensiviste, bon, c'est un peu intensiviste, mais c'est pas de la réanimation. Mais ça a permis quand même de financer l'activité et de créer ces unités où on regroupait les patients, on les mettait ensemble, on s'occupe que de ça, toute la journée. C'est complètement staccanoviste, voilà. Mais vous savez qu'on fait bien que ce qu'on fait toute la journée. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, l'autre traitement, l'aspirine. Ah oui, l'aspirine. Peut-être la molécule, le traitement le plus beau qui existe sur la planète. Moi, j'ai pas connu. On lui découvre 1000 vertus, mais maintenant, on peut traiter le cancer avec l'aspirine. Donc, mais l'efficacité de l'aspirine est assez décevante. Vous voyez, nombre de patients à traiter, 90 pour éviter un handicap. C'est pas terrible. Si on vous dit qu'on vous donne voilà, un traitement sur 100 ou 90 qui vous sauve, c'est pas. Mais l'efficacité a quand même été réévaluée, de même que le risque. Donc il y a plus de risques de saignement qu'on pensait lié à l'aspirine. Donc c'est un traitement qui ne doit pas être galvaudé, pas mis comme ça, bah tiens, mets-le à l'aspirine, on verra bien. Non, ça maintenant, ça doit être très très réfléchi, il y a quand même un risque hémorragique. La bi-antiagrégation plaquettaire. Donc là, on donne un cocktail sur le modèle cardiologique, comme nos confrères cardiologues, un cocktail d'antiagrégants plaquettaires avec une dose de charge, dans les infarctus notamment mineurs, les petits infarctus, voilà, où le risque de saignement secondaire est faible. Voilà. Alors, la recanalisation. Alors, j'ai mis la thrombolyse, mais il y a aussi la thrombectomie. Donc ça, c'est la recanalisation. Donc la thrombolyse, c'est un desktop, on utilise l'actilyse, le RTPA, qui est un produit qui va dissoudre le caillot, un dissolvant du caillot, et qui, plus il est donné tôt, permet une recanalisation pas toujours optimale. Et on complète par la thrombectomie. Alors là, c'est dans les grosses... Alors bon, je finis sur l'hémicraniectomie. On n'en fait plus maintenant, heureusement. Donc ça, c'était quelque chose d'assez... on n'en fait plus, mais ça sauve la vie quand même, notamment chez les jeunes. Si vous voulez, l'infarctus est consommé et le cerveau se met à gonfler. Et comme la boîte crânienne est inextensible, ce gonflement va entraîner une compression de structures vitales du cerveau qui vont entraîner un arrêt cardiaque. Et donc, le neurochirurgien enlève la boîte crânienne et permet une expansion du cerveau pendant quelques jours. Et la boîte crânienne est remise quelques semaines, quelques mois après. Et ça sauve la vie, même au prix d'un handicap souvent sévère, malheureusement. Donc ça, on pourra en discuter sur le plan éthique, etc. Bon, c'est pas trop le lieu. On va essayer d'avancer vite. La thrombolyse, le time is brain. Les pionniers, avec le PET scan, ont permis de montrer que c'est pas parce que vous bouchez une artère que tout est foutu tout de suite. Et non, il y a vous voyez, ce qui est en bleu, c'est encore... Alors, ce qui est en bleu clair, c'est du tissu viable, mais qui s'est arrêté de fonctionner. Ce qui est en bleu foncé, c'est du tissu qui est hypoperfusé, qui continue à fonctionner, mais il ne faudrait pas qu'il passe en bleu clair pour qu'il s'arrête de fonctionner. Il a ce qu'on appelle une hypoperfusion. Et le rouge, c'est ce qu'on appelle le corps ischémique, pour reprendre l'expression anglaise, le noyau ischémique, c'est le cerveau qui est détruit. Et vous voyez, plus le temps passe, plus le rouge augmente. C'est complètement... c'est bête comme chou. Donc il faut éviter évidemment que ce rouge augmente trop, puisqu'après c'est des dégâts qui sont évidemment irréversibles. Voilà. Alors là, je vous ai mis, ne vous effrayez pas, il y a une ligne simplement à comprendre, c'est celle-là, Modified Rankin Scale. Et bien, quand vous donnez un thrombolytique au patient, vous avez 39% de chances qu'il guérisse. C'est l'essai Princeps, hein, c'est un essai de la FDA de 1900. Moi, j'étais jeune interne, c'était en 95. Ça. Mais l'Europe, évidemment, n'a pas suivi, comme d'habitude. Mais
Donc, mais c'est révolutionnaire. Il n'y a eu qu'un seul essai. C'est exceptionnel que la FDA donne son agrément sur un seul essai thérapeutique. Ils ont dû même le couper en deux pour donner l'agrément. Pour dire, ah bah vous voyez, on a fait 2 parties, donc on a un essai confirmatif. Tellement il y avait urgence thérapeutique. Donc, vous avez 39% de chances d'être guéri si on vous thrombolyse dans les 3 heures, c'est-à-dire dans les 3 heures après le début de vos symptômes, dans les 3 heures après le début de l'infarctus cérébral. Si on vous donne un traitement thrombolytique, vous avez 39% de chances de guérir. Alors 0,1, voilà, c'est l'échelle de handicap à 3 mois. 0,1, c'est-à-dire que vous n'avez pas de handicap. Vous pouvez avoir un petit signe neurologique, mais voilà. 2, ranking 2, bah, c'est un handicap mineur. Par exemple, comme moi, si vous faites du golf, bah, vous ne pouvez plus en faire. Voilà, bon. Voilà. 3, c'est un moins bon résultat. Vous marchez, mais vous avez besoin d'assistance dans la vie quotidienne. 4, bah, vous êtes autonome au fauteuil roulant. 5, bah, c'est un état peu enviable, un peu d'assistance continue. Et puis 6, vous êtes mort. Voilà. Donc vous voyez, 13% de bénéfices absolus. C'est exceptionnel. Hein. Bon, pour ceux qui ont un petit peu l'habitude des essais thérapeutiques, il n'y a pas beaucoup. Je crois que la thrombolyse dans l'infarctus du myocarde, il faut traiter 7 patients pour en sauver un. Alors, l'infarctus du myocarde, je crois que c'est, en termes de mortalité, je crois que c'est 35, on m'avait dit. Donc, oui, c'est pas du tout, c'est très très fort comme traitement. Voilà, j'avance vite. Bénéfice, quel que soit le délai de traitement, mais plus on traite tôt, mieux c'est. Plus on traite tôt, mieux c'est, vous voyez. Donc, on est autorisé à traiter jusqu'à 4h30 avec le thrombolytique. Voilà. Mais vous voyez, le mieux, c'est avant 3 heures. Quel que soit l'âge, il y a un bénéfice. Avant, on était limité au moins de 80 ans. Ça a volé en éclats très rapidement, mais il y avait quand même cette limite, notamment en Europe. Et puis, quelle que soit la gravité de l'AVC, même si on a un AVC très grave, il y a quand même un bénéfice de la thrombolyse. Voilà. Voilà. Bon. Hop. Mais malheureusement, sur les grosses occlusions artérielles, la thrombolyse a un frein. Vous voyez. Oh là là, merde. Si l'artère carotide interne intracrânienne est bouchée, vous n'avez que 8% de chance de recanaliser l'artère avec la thrombolyse, très faible. L'origine de l'artère cérébrale moyenne, 25%. Là, M2, on va plus loin dans l'artère cérébrale moyenne, on monte à 40%. Et au-delà de M2, dans les segments très distaux de l'artère cérébrale moyenne, la thrombolyse est nettement suffisante. Voilà. Donc, il fallait trouver une autre technique. Ce qui a été fait. Alors, ça a mis du temps. Hein. Vous voyez, moi, j'étais encore interne. Donc, là, on faisait la thrombolyse. Alors, moi, je le sais, hein, thrombolyse intra-artérielle. C'était un truc, un chantier. Bon, c'est abandonné, mais on le faisait à l'époque. Hein. Et puis, petit à petit, les systèmes se sont raffinés, comme les cardiologues, pour aboutir à ce qu'on appelle les retrievers, les stent retrievers. C'est un cardiologue qui a laissé échapper un caillot en faisant une angioplastie dans les artères cérébrales. Il a mis un stent, mais il n'a pas laissé le stent en place. Il l'a enlevé. Voilà, donc c'est un stent que vous ne laissez pas en place. Contrairement au cardiologue, vous ne laissez pas en place, vous laissez macérer dans le caillot, et puis après vous tirez tout. Vous tirez à la fois le stent et le caillot. Mais, vous voyez, jusqu'à ces trucs noirs, là, ces essais en noir, ça ne marchait pas. On n'arrivait pas à trouver un bénéfice. Alors on disait, bah, nous, peut-être qu'avec notre thrombolyse, on ne les sauve pas, mais au moins on ne les tue pas. Voilà. Enfin, c'était un peu le raisonnement, c'était terrible. Mais il y a eu un essai hollandais, très pragmatique, très bien mené, qui a prouvé l'efficacité de la thrombectomie dans les 6 heures après le début des symptômes, sur les grosses occlusions artérielles, carotide interne, origine de l'acide Vienne. Et donc, tous les essais en cours, parce qu'il y avait plein d'essais en cours qui étaient menés parallèlement, ils sont tous arrêtés. On ne pouvait pas faire perdre des chances aux patients. Et malgré cet arrêt prématuré des essais, ils ont tous été positifs. Pour vous dire le poids, c'était une révolution thérapeutique, ce truc. C'était incroyable. Avant, ces patients-là mouraient ou avaient des séquelles horribles. Voilà, là, c'est la méta-analyse de Goyal. On prouve, vous voyez, il faut traiter avec 7 patients là aussi pour le guérir et 5 patients pour lui donner une autonomie fonctionnelle. Donc, c'est des choses avec des occlusions majeures, des infarctus cérébraux très graves. Voilà. Difficulté organisationnelle, parce que nous, par exemple, on n'a pas de centre de thrombectomie chez nous. Donc, on est obligé de faire une organisation avec le SAMU. Ils ont la thrombolyse, ça on sait faire, on en a fait des centaines. Et après, on contacte le CHU de Lyon. OK, occlusion de M1, tac, pas trop de lésions, diffusion. Hop, bon d'accord, je te le prends. Voilà, hop, retransfert par le SAMU, thrombolyse en cours, et puis thrombectomie. Alors, donc,
C'est un gros, voilà, 132 UNV comme nous, mais 37 centres de neuroradiologie interventionnelle, thrombectomie. Voilà. Donc, vous voyez, l'éloignement des centres, etc. Donc, il y a toute une problématique de monter des centres de thrombectomie, mais c'est vraiment très difficile parce qu'il faut des neuroradiologues interventionnels. Bon, il n'y en a pas, on ne les trouve pas au coin de la rue. Hein. Donc voilà, c'est des enjeux médico-économiques et réglementaires. Il faut 10-15 ans pour qu'une technique s'implante. Hein. Alors la prévention secondaire, donc ne pas refaire un AVC. Donc on fluidifie le sang avec de l'aspirine ou un anticoagulant si l'origine est cardiaque. Ou pas. On diminue la tension artérielle, moins de 13/8. Ça, vous savez que c'est le tueur silencieux, l'hypertension artérielle. Ça fait pas mal, mais ça tue le cerveau. Voilà. Bon. Le LDL cholestérol, dit mauvais cholestérol, moins de 0,7. Ça, c'est des choses à connaître. Bon, enfin bon, on va pas. Et mesures hygiéno-diététiques, ne pas fumer, faire du sport, tout. Enfin, ça, voilà, hop. Et l'avenir, peut-être. Alors ça aussi, ça va avoir un coût. Je ne sais pas où ça ira. Donc, c'est le scanner embarqué. Alors là, évidemment, il faut un neurologue ou un urgentiste, pourquoi pas, qui monte dans le camion. Alors, vous avez peut-être des revues de reportages sur Arte, et donc ils vont chez le patient. Et là, on fait le scanner à domicile. Et donc, le patient n'est pas amené au centre, on va vers lui. Donc, ça a des délais thérapeutiques qui sont extrêmement raccourcis, moins de 60 minutes, hein, donc un bénéfice probablement. Et puis une orientation vers les centres de thrombectomie qui sera beaucoup plus facile, puisque le patient sera déjà dans le camion finalement, pas besoin de faire du retransfert ou autre chose comme ça. Donc ça, il y a la Charité à Berlin, donc c'est eux qui ont développé le concept. Et les Américains s'y sont mis, ils ont développé des camions. Alors c'est sûr, ils ont Siemens, Mercedes, tout ça, c'est beaucoup mieux que nous. Voilà, et donc ça, c'est... Vous laisse deviner qui c'est. Quand ça a commencé, c'était les pionniers, hein, on a tous pris un petit coup de vieux. Voilà, Michel Goutard, bon, il n'a pas trop changé. Jacques Bouliat, qui était l'ancien chef de service avant moi, toutes nos infirmières maintenant qui sont parties, hein, toutes. Et puis bon... Anne Vieillard, ma collègue, qui est partie aussi. Voilà. Merci, docteur. C'était avec des bouts de ficelle au début. Merci, docteur, de cet exposé passionné et passionnant. Je vais laisser parler du coup la suite du parcours, c'est-à-dire voilà, il y a un AVC, il y a une nécessité de rééducation, et effectivement, nos partenaires de l'Orsac, ici, mais aussi dans la vraie vie, hein, finalement, pour le patient, vont nous expliquer un peu ce qu'il en est de toute cette rééducation. On y va. Est prête? Oui. Bon, alors, nous avons parlé d'un parcours. En effet, oui, on reprend un peu les parcours du patient. Donc, il a été en urgence, après il est passé en neurologie, a été fait tout ce qui est nécessaire. Et maintenant, qu'est-ce que nous faisons? A priori, nous savons qu'un patient est parti de l'hôpital et il a un déficit. Et maintenant, est pris en charge chez nous, ou en hospitalisation complète, ou en hôpital du jour. C'est très important d'intervenir sur ces patients-là très vite. Comme a bien dit le docteur Philippot, comme est indispensable avoir une prise en charge du patient à niveau médicamenteux très rapide, et également très important avoir une prise en charge rééducative très importante, très rapide. Notre cerveau a une fonction très plastique. Si il commence à travailler d'une certaine manière, il est capable, en quelque manière, de s'opposer à la dégradation qu'on a par rapport au déficit d'oxygène qui subit. Donc, le docteur Philippot a dit qu'à l'intérieur d'une unité où on a du personnel qui est bien préparé à la prise en charge, le patient il a un résultat qui est mieux que dans notre unité. Et ça, c'est vrai, parce qu'on a l'habitude à traiter d'une certaine manière les patients, et aussi à niveau rééducatif. La prise en charge précoce du patient en rééducation est prioritaire, parce qu'on cherche d'utiliser au maximum les temps de récupération physiologique qu'on a. Faire un patient en rééducation pour toute la vie n'a aucun sens. Normalement, notre cerveau est capable de
restructurer un peu ces fonctions d'un temps qui est variable entre 3 et 6 mois pour les fonctions liées à la motricité et qui arrive à 9-10 mois pour les fonctions cognitives. Après, quel qu'elle a pris est terminé. Tout ce que nous pouvons faire est ajuster un peu ces fonctions. Mais surtout dans les premiers 3-4 mois, que nous pouvons avoir les résultats les mieux pour ces patients-là. Donc, la phase après la sortie de l'hôpital est la phase plus importante. Et nous avons dit, nous avons 2 systèmes qu'on peut utiliser. Ou l'hospitalisation complète pour les patients un peu plus lourds qui ont besoin d'une prise en charge complexe, ou l'hôpital du jour, ou les deux. Un patient entre à l'intérieur du circuit sur l'hospitalisation complète et après, il termine sur une hospitalisation du jour. Les charges de travail et moi, on cherche de raffiner un peu quelles sont les choses qu'il a appris pendant les parcours aigus dans une hospitalisation complète. Aujourd'hui, après, on a des mises en situation qui sont très utiles pour comprendre un peu quelle est l'évolution possible et surtout quelles sont les charges de travail qui sera pour le patient, mais aussi pour qui est à côté de lui, pour sa famille. Et, parce que nous ne savons pas quelle est l'évolution possible. Hein. On peut dire, bon, on verra, mais n'est pas possible au début du traitement rééducatif dire, bon, le patient sera capable de marcher ou de faire un retour à la vie normale. C'est impossible. Et dans l'évolution qu'on peut comprendre un peu quelle est l'évolution possible et quel est le futur de ces personnes-là. Après, donc, on a des systèmes de mise en charge, de mise en situation de patients. Pour nous, c'est Villa Renaissance qui est en villa, qui est équipé avec tous les systèmes plus modernes de domotique et qui permettent aux patients de s'essayer quelques capables à faire, mais aussi à la famille de comprendre quelles sont les exigences réelles de la prise du mari, du père, de la mère, etc. Après, clairement, les patients sortent. Parce que, comme je dis toujours à notre patient, la vie n'est pas à l'intérieur d'un établissement de santé. L'objectif que nous avons est fait sortir les patients. Ou, pour nous, le résultat le mieux est toujours la maison. Parce que c'est là qui se recommence à vivre un homme. Mais nous comprenons très bien que pas toujours est possible. Donc, il y a des situations, comme peut-être l'EHPAD, pour dire, qui permettent aux patients de se gérer au mieux et de la même manière à la famille de n'avoir pas une charge de travail qui peut être très, très important. Bon, entre les deux, on a la prise en charge sociale qui permet aux patients de vivre à l'intérieur de la maison avec toute une série d'aides qui sont mises en place par les associations, par les différents systèmes qui sont sur le territoire. À l'intérieur de ces systèmes-là, un peu plus à côté, j'ai posé l'équipe mobile 3R. Après, c'est Mme Becerra qui parlera un peu plus de ces systèmes-là. Mais juste pour dire que l'équipe mobile est un système qui permet un peu de gérer, de coordonner tous les éléments qui sont utiles pour les patients et qui, si nécessaire, permettent de repositionner les patients au début de son parcours, parce que peut-être qu'on a changé des choses et donc les patients doivent rentrer en situation d'hospitalisation, de reprise en charge, etc. Après, aujourd'hui, à l'intérieur de la filière AVC, nous savons qu'existe la consultation post-AVC. Donc, un patient qui sort et qui rentre à la maison n'est pas un adieu, mais un au revoir. Parce que clairement, les patients, il faut voir quelle est l'évolution qu'il a toujours. Parce que est une maladie, l'AVC, et surtout le post-AVC, qui ne termine pas quand les patients sortent, mais elle va à maintenir. Et un patient qui a 65, 75, et un patient qui a un autre problème, entre guillemets, qui est l'âge qui va un peu plus à s'avancer. Et donc,
Et dans une conception holistique de prise en charge, clairement, est tout à prendre en considération. Pas seulement sa situation d'AVC ou de post-AVC, mais la situation des changements de sa vie. Donc, la consultation post-AVC, la consultation de suivre, comme j'ai dit, pour comprendre un peu quelle est l'évolution que les patients vous avez écouté avant nous, qui a parlé le confrère l'orthopédique du douleur au dos, pour dire, oui, c'est une complication qu'on peut avoir parce qu'un patient marche mal, il n'y a pas un bon système de posturation, donc il se peut dégrader. Il peut avoir, si la femme a une ostéoporose, il peut avoir une fracture vertébrale d'ostéoporose, et à considérer à l'intérieur d'un équilibre qui l'AVC a détruit totalement. Après, aujourd'hui, nous avons la télémédecine. Avec le Covid, nous avons travaillé beaucoup avec la télémédecine. Nous avons trouvé un système de prise en charge des patients qui est devenu très utile, très intéressant pour suivre les patients à domicile. Et à la fin, mais pas à la fin, on a aussi des unités de répit qui permettent à la famille de se détendre un peu parce que, comme nous avons dit, il y a différents niveaux d'AVC. Et quand vous avez un AVC avec des déficits de la motricité ou cognitive très importants, et qui, avec un patient qui rentre en famille, c'est très dur et peut-être très difficile, non pas seulement à niveau physique, mais aussi à niveau mental, à niveau psychologique pour la famille, suivi bien ces patients-là, et peut-être qu'il a besoin dans l'année quelques moments de repos pour rechercher un peu et reprendre la paix, la prise de ces patients-là. Qu'est-ce que nous faisons quand un patient arrive chez nous? Parce qu'après, c'est là la question. J'ai dit, il n'est pas possible d'établir a priori quelle est l'évolution. Elle est liée à beaucoup d'éléments, en partie à niveau clinique, à niveau médicamenteux, etc. Donc, pour nous, est vraiment prioritaire chercher de comprendre les patients. Donc, l'évaluation. Le travail de rééducation est lié à une équipe multidisciplinaire. Donc, on a les kinés, l'ergo, les neuropsy, les psychologues, et tout l'assistance sociale, la diététicienne, etc. Avec les médecins impairs qui coordonnent un peu tout ça et qui, à la fin d'évaluation, fait un projet qui est un projet de soins et qui peut devenir un projet de vie. Et pour ça qu'on pose plus synthèse, donc rencontre entre l'équipe, rencontre avec la famille, puis pour discuter ensemble quels peuvent être les différents aspects de la rééducation, les différentes possibilités de récupération. Vous savez bien que la première question qui a été posée beaucoup de fois dans la famille est « Mon père, ma mère marchera ?» C'est une question qui est un peu difficile. Qu'est-ce que veut dire marcher? Déplacer d'un point A à un point B, on peut faire avec notre pied, avec un fauteuil roulant, avec un déambulateur. Et notre travail est chercher de donner au patient le système qui est le mieux pour lui. Donc peut-être qu'il ne reprend pas à marcher selon notre vision normale, mais il est bien capable d'utiliser un fauteuil roulant et donc d'être autonome sur un fauteuil roulant. Mais ça, c'est bien à expliquer à la famille. Et donc, c'est pour ça qu'il est prioritaire des synthèses, des rencontres pour expliquer, pour parler, pour programmer. Oui. Et après, les patients sortent et reprennent son parcours, qui peut être le parcours que nous avons dit. Ça, c'est tous les différents outils. C'est notre plan de travail, inutile à regarder point pour point. Et juste pour dire que dans les différentes phases, il y a une équipe, il y a un groupe de travail qui est sur les patients et qui cherche de donner un projet qui est le plus adapté pour lui. Parce que c'est là la question. Le projet n'est pas pour tous les mêmes. La chose importante est d'avoir un projet qui est adapté aux patients. Parce que chaque de nous a des fonctions qui sont différentes, a des idées qui sont différentes,
a une histoire qui est différente et a une expectative de vie qui est différente. Et sur tout ça, il faut réfléchir quand un médecin fait un planning. Après, les patients sortent. Je crois qu'on est un peu pressé par le temps. On va essayer de finir correctement, quand même, 30 secondes pour finir correctement. Juste 2 paroles, 2 mots sur l'équipe mobile. Allez-y, le micro, je ne l'avais pas coupé encore. Là, il marche. Alors, je vais essayer d'aller vite. Du coup, alors l'équipe mobile, et le MT3R, ça relève pas de Star Wars. Hein, on n'a pas de sable laser du tout. On est juste une équipe, du coup, qui associe des compétences de médecins de rééducation, de médecins MPR, d'ergothérapeutes et d'assistantes sociales. On intervient sur tout le territoire de l'Ain et une partie du Val-de-Saône auprès d'un public qui est en situation de handicap, donc globalement un public qui est en grande situation de dépendance. L'objectif, c'est de favoriser le maintien à domicile ou le retour à domicile en prenant en compte l'entourage, la personne et avec la notion de qualité de vie. Alors il y a plusieurs niveaux d'intervention. Pour schématiser, il y a une expertise, donc savoir quelles sont les difficultés de la personne, de son entourage. Qu'est-ce qu'on peut proposer pour améliorer ces situations-là? Donc, quels moyens de compensation? Est-ce que c'est de l'aménagement du domicile? Est-ce que c'est une meilleure coordination des acteurs sur place? Mettre en place de l'aide humaine? Et surtout de pouvoir essayer tout ce qu'on propose, c'est-à-dire que si c'est des aides techniques, pouvoir essayer avec la personne, montrer à l'entourage comment on s'en sert, travailler avec les aidants qui interviennent à domicile. Et pour tout ça, souvent, il faut monter des dossiers, chercher des financements. Donc, on a l'intervention de l'assistante sociale pour accompagner aussi sur la mise en place, la mise en œuvre, en tous les cas, des solutions qu'on a proposées. On ne travaille pas seul, on travaille avec les autres acteurs du domicile pour expliquer les démarches qu'on a faites, vers où on veut aller. On a une intervention qui est, nous, ponctuelle autour d'une problématique à un instant T, donc on ne s'inscrit pas dans le temps. Par contre, si on pense et s'il y a besoin d'un accompagnement plus conséquent, on va chercher des relais qui vont être des services d'accompagnement médico-sociaux, d'autres acteurs en tous les cas du territoire. Et s'il y a besoin de revenir, parce qu'effectivement on intervient tout au long du parcours de soins, du parcours de vie, et que la situation elle se dégrade et qu'il y a une nouvelle problématique, on va pouvoir revenir à domicile. On ne reste pas tout au long, mais on peut y revenir. Je suis désolé, le temps, c'est de ma faute, a été un peu difficile à tenir. Je crois que tout le monde est passionné autour de cette table ronde. Merci à tous et à toutes pour votre attention et j'espère que vous nous rejoindrez au stand aussi pour en parler.